Ok, donc c'est parti. Veuillez informer les participants de l'enregistrement. Oui, c'est ce que j'ai fait. Bien, donc je vois que vous avez sagement coupé vos micros. On va pouvoir intervenir. Donc, c'est bien de les laisser couper pendant qu'on s'exprime pour éviter les interférences. Et, euh, et ensuite, voilà. Donc ici, j'ai préparé, comme je disais, donc sur les réseaux, j'ai préparé une petite dizaine de questions que je vais poser à Michael. D'ailleurs, on va tester le micro de Michael. Est-ce que tu sais l'enclencher et dire bonjour tout le monde? Bonjour tout le monde, ça passe? Super, génial. Bien, bien. Mais moi, je pense qu'on va. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, si on commence directement ou si comment ça se passe. On peut encore attendre deux, trois petites minutes académiques, c'est toi qui vois, hein, t'es le maître de cérémonie. Moi, c'est pareil. Quelle pression. On va attendre 2-3 minutes et vu que ça commence déjà à enregistrer, donc bon, après je ferai peut-être des petits montages, voir comment est-ce qu'on diffusera. Si j'arrive à l'extraire, j'espère que j'arriverai à l'extraire. En principe, si, bon, ça me dit que ça enregistre. Sinon, de toute façon, il y aura un compte rendu qui sera fait, donc voilà, je prendrai bien note de toutes tes réponses. Et on va peut-être dire aussi en introduction, voilà, je vais peut-être pas faire tout notre CV respectif parce qu'on n'est peut-être pas là que pour ça. Peut-être un peu plus pour toi, mais ça, tu t'exprimeras à travers ton projet. Mais sinon, bon, ce que je peux peut-être dire ici en introduction, c'est un petit peu, voilà, comment c'est un petit peu connu, quelle est l'initiative qu'il y a ici. Moi, je pense, tu me contredis si jamais je suis à chouiller à côté de la plaque. Je pense qu'on fait partie de cette génération de, voilà, toujours peur avec ces mots intellectuels, oh là, que ça fait peur ça. Non, mais de gens qui ont travaillé sur la question de l'islam, de la religion, de la religiosité, un petit peu chacun de son côté, un peu d'autodidacte, un peu académique, un petit peu de terrain, voilà, une expérience personnelle, souvent singulière aussi. Et puis on s'est rencontrés, il y en a d'autres, hein, je peux citer Hicham Abdelgawad, je peux citer Mali Hossenpour aussi, je peux en citer plein. Donc c'est peut-être un risque de faire ça parce qu'on va oublier les 90%. Donc voilà, c'est juste, on est en freestyle. Mais pour dire vraiment voilà, on s'est rencontrés bon, sur les réseaux parce que ça, c'est l'époque actuelle. Et moi, j'ai une petite anecdote, peut-être que tu n'es pas au courant, mais moi, j'avais connu Michael, mais sans le connaître, à travers ce bouquin, qui est un livre d'entretien avec Tarek Oubrou. Et on est en 2009. En 2009, c'est-à-dire que voilà, déjà Tarek Oubrou se démarque, je ne devrais pas dire ça, mais d'un autre Tarek, mais voilà, je ne l'ai dit qu'une fois et je ne le dirai plus une deuxième fois. Et là, c'était quand même une voix voilà, qui était mainstream, un peu différente. Et l'anecdote que je voulais dire en fait, hein, c'est que moi, je l'ai su, donc on avait déjà des échanges ensemble, hein, que c'est toi qui as mené cet entretien en fait. Je suis navré. Non, mais c'est aussi une façon de dire que voilà, à travers, voilà, forcément, ça se voit, la sympathie qu'il y a entre nous. Il y a pas de collision au niveau de nos travaux respectifs. D'ailleurs, ici, voilà, moi je vais peut-être te prendre de cours, je l'espère en tout cas, avec certaines questions. Et voilà un petit peu le contexte. Et ici, on a l'occasion, donc voilà, de parler d'un projet sur lequel tu travailles depuis 4 ans maintenant. Oui, Et voilà, bon, moi ce que je propose, c'est de, voilà, peut-être toi faire une introduction et ensuite on y va. ouais, ben écoute, absolument. Et merci Saïd pour ton introduction et pour cette invitation hein, qui fait suite finalement à une tribune que tu as signée. Et je vois que Hicham vient de nous rejoindre, donc que vous avez d'ailleurs co-signé par la même occasion, en plus de ton document publié sur Marianne, qui fait suite à une annonce faite de l'Union européenne, Charles Michel, il y a 3 semaines maintenant, bientôt 4, suite aux attentats de Vienne, et où il parlait de l'intérêt
de mettre sur pied un institut pour la formation des imams au niveau européen. Et bon, même s'il ne l'a pas dit officiellement, il est très clair avec tous les indicateurs que j'ai que c'est de l'initiative que je porte depuis quelques années dont il est question. Puisque quand il était Premier ministre, notamment de Belgique, il avait déjà entendu parler de ce projet. Alors, juste pour remettre les choses en perspective, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis islamologue de formation. Mes domaines de prédilection ont été la philosophie islamique couplée à la mystique illuminationniste. Et puis, par la suite, j'ai dû élargir mes champs d'intérêt aux questions liées, bien sûr, à la jurisprudence, puisque c'est un fait social majeur, on va dire, intellectuel majeur des communautés musulmanes, et toucher plein de champs finalement qui concernent la vie des communautés, dont l'imama, dont aussi les questions de radicalisation, puisque aussi au travers de mon parcours, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui nous est singulier, j'ai été pendant, je pense, 7 ans membre actif du conseil d'administration d'une des plus grandes mosquées qui a été reconnue par les autorités en Belgique. Et dans ce cadre, j'ai développé les premières fiches de fonction d'imam, en fait, parce que voilà, dans la mosquée, comme elle recevait beaucoup de monde, on avait droit à 3 imams, et donc il fallait un peu spécifier les jobs. Et pour pouvoir recruter de manière adéquate des imams, j'avais fait des job descriptions, qui avaient d'ailleurs été empruntées à l'époque par l'exécutif, même si je ne sais pas trop ce qu'il en a fait. Mais donc la question, en tout cas, du rôle des imams de leur formation, et qui est un sujet de préoccupation, aussi à travers du livre que tu as rappelé avec Tarek Opou, qui m'occupe depuis plus de 10 ans, même 15 ans maintenant. C'est à la suite de ça, finalement, qu'en mettant un petit peu toutes ces choses ensemble, et en plus mes activités au niveau professionnel, où je travaille au sein des milieux européens, qu'est née l'idée de pourquoi pas essayer de développer une formation des imams en profitant de la dimension européenne. Alors, cette idée a séduit un certain nombre de personnes parce qu'elle a ses propres intérêts. À savoir que la question de la formation des imams, et si on suit les travaux de Ahmed Sfaxi sur le sujet, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des décennies que l'on planche là-dessus, que ce soit à la fois les institutions, on va dire étatiques, aussi bien les communautés musulmanes elles-mêmes, puisqu'il y a quelques instituts de formation qui ont essayé de se mettre sur pied au cours de ces dernières décennies avec des succès plus ou moins mitigés. Enfin, certains arrivent à vivre, mais de là à former des imams et d'avoir des formations de niveau intéressant, évidemment, il y a à boire, il y a à manger de ce point de vue-là. Et donc, une des idées phares, avant de venir de parler des articulations principales du projet que je porte avec quelques personnes, c'était d'avoir une première réflexion sur les besoins émergents des communautés musulmanes, où on est en train d'assister à un changement de paradigme qui est en train de s'installer. Un des plus importants est le fait que, du fait de l'installation dans les sociétés européennes où finalement, en termes de personnel religieux, c'est la figure du prêtre ou du pasteur ou du rabbin qui domine, il y a une sorte d'alignement qui est en train de se faire avec avec le rôle de l'imam. Alors que le rôle de l'imam, au sens étymologique, c'est celui qui prie devant, et n'importe qui peut l'être en quelque sorte, même si certains pays musulmans ont développé des figures d'imama professionnelles. La Turquie en est un, les pays des Balkans en sont d'autres, et on en retrouve dans d'autres pays. Mais il n'en reste pas moins que ça n'a pas été vraiment toujours une profession qui a été pensée comme elle l'aurait dû dans notre contexte. Or, on se rend compte que par rapport aux besoins qui sont ceux des communautés musulmanes grandissantes en Europe, et en particulier des jeunes générations qui sont complètement alignées en termes d'espérance, en termes de représentation, en termes d'imaginaire, avec majoritaire, contrairement à ce que pouvait être le cas de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. On a besoin d'une montée de gamme, si on peut dire,
pour les imams, c'est-à-dire quelque part d'aligner leur statut, leurs responsabilités, leur formation avec celles qui sont aujourd'hui attendues d'un prêtre, d'un pasteur ou un rabbin. On n'imaginerait plus aujourd'hui dans nos sociétés un pasteur, un prêtre ou un pasteur, un curé qui aurait juste fait ses humanités, puis qui déciderait de diriger la messe. Il se ferait rembarrer directement parce qu'il n'aurait pas le niveau. Or, dans nos communautés, on trouve encore ça plus ou moins normal qu'un gars qui sache, qui connaisse peut-être le Coran par cœur, qui connaisse quelques hadiths, puisse avoir un poste de direction spirituelle, alors qu'il n'a pas eu les outils pour lui permettre de penser le monde dans lequel il est, et plus de manière plus importante, de penser le monde en devenir, c'est-à-dire celui dans lequel les jeunes générations sont en train d'évoluer, vont naître et vont évoluer. Et donc là, on s'est rendu compte que, bon, ok, il faut qu'on parte directement à un certain niveau en termes de formation des imams pour essayer d'être compétitif sur un marché extrêmement complexe et en particulier en Europe en Europe, pour ce qui nous concerne, en tout cas les musulmans d'Occident, qui sont probablement dans les configurations de diversité les plus intenses du monde musulman, en vérité. Et donc ça, c'est vraiment une donnée aussi très particulière, et donc il faut pouvoir équiper nos imams et imameux, hein, je le dis d'emblée, l'idée c'est de penser à la fois les imams et les imams, hommes et femmes, puisque c'est aussi pour moi probablement un état de fait qui va s'imposer de plus en plus dans les années et les décennies à venir. Et donc, pour ça, la dimension européenne pouvait être extrêmement intéressante parce qu'elle permet de sortir parfois du cadre législatif un peu contraint de certains pays, je pense par exemple en France, en profitant finalement des avantages comparatifs des différents pays qui ont des formes de laïcité différentes et parfois où les États peuvent être on va dire, plus présents, par exemple en Belgique ou en Allemagne, où les ministres du culte, qu'ils soient imams, rabbins, pasteurs ou prêtres, sont par exemple subventionnés par les États une fois qu'ils sont reconnus. Donc on voit qu'il y a des avantages à essayer de tirer de la diversité européenne. Donc ça, c'était une première chose. L'idée qu'on a, alors on a commencé à des conversations en se focalisant sur 4 pays en particulier, la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui ont on va dire, des questions très similaires en termes de formation des imams, en sachant que dans ces pays, il y a déjà des expériences qui ont été réalisées. En Allemagne, il y a 9 universités qui reçoivent un financement de la part de l'État central pour développer des filières, donc bachelier et master, pour former des imams. L'Allemagne a mis 40 millions d'euros sur la table pour développer ces programmes depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais avec des inconvénients, c'est qu'ils ont des appuis auprès du Qatar, donc ce qui pose maintenant avec le recul un certain nombre de problèmes. Aux Pays-Bas, ils avaient développé 3 écoles d'imams, l'université de Rotterdam, je pense Leiden et Amsterdam. En France, il y avait plusieurs tentatives mais qui n'avaient pas vraiment porté leurs fruits. Et en Belgique, où il y avait le développement embryonnaire d'une formation notamment pilotée par l'exécutif des musulmans de Belgique, mais qui n'est pas encore vraiment tout à fait mise en place. Un autre élément qui avait guidé notre réflexion, c'était la dimension organisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à première vue, dans l'état actuel des communautés musulmanes, se payer un institut comme la Catho de Paris, pour prendre un exemple, c'est juste impossible. Donc, il faut essayer de trouver des solutions alternatives. L'idée était de passer en fait par les systèmes d'éducation nationaux, en vérité. Et du coup, l'idée est de porter directement, d'inscrire les formations dans un cadre universitaire, même interuniversitaire, qui pouvait permettre finalement d'alléger les charges et de les mettre dans le flux, on va dire, des budgets universitaires et de formation universitaire dans les différents États membres. Et du coup, au fur et à mesure du process, c'est imposé l'idée de développer ce qu'on appelle un campus européen, qui existe déjà dans les sciences dures, en vérité, et c'est de mettre plusieurs universités ensemble qui font un curriculum commun avec une codiplomation en fin de compte, puisque ça, c'était aussi important, c'est-à-dire qu'on peut vouloir s'engager comme imam quand on a 18 ou 19 ans, puis on arrive à la fin du parcours, peut-être qu'on a envie d'évoluer. Et c'est ce qui se passe pour le moment pour ceux qui ont envie, qui vont soit à l'étranger, soit qui se lancent dans des écoles
d'imams existantes, c'est que c'est des diplômes qui valent zéro. Et donc, l'idée était aussi de pouvoir offrir un vrai master qui est valorisable sur le marché du travail. Et donc, cette perspective permet de le faire, notamment au travers des parcours Erasmus+. Alors, au début, on s'était dit qu'il serait bien de faire bachelier plus master. Pour le moment, pour commencer, on essaie plutôt de se focaliser sur un master commun et puis de développer le reste de la filière, car il y a déjà en fait des morceaux de filière qui existent à gauche, à droite et qui pourraient être validés. Alors, ce qui était aussi important, donc voilà, c'était toute la partie, on va dire, confessante, ce qui est évidemment le plus dur dans les programmes de formation. Et là, il y avait un parti pris radical, c'est-à-dire que ce que l'on propose, parce qu'il s'agit évidemment de contribuer à ce qu'on appelle un islam européen, c'est-à-dire un islam qui est, on va dire, intégré, on va dire, dans la fibre culturelle des sociétés européennes, comme il l'a été dans toutes les autres sociétés qui ont accueilli l'islam au cours de l'histoire. Et c'est de se dire, ben, en fait, un des faits majeurs de la culture ou même de l'épistème européenne, c'est la pensée critique, la pensée distanciée, qui est vraiment fondateur de ce que nous sommes devenus à partir de l'époque moderne. Et donc, finalement, de développer ce qu'on appelle une théologie, un enseignement séculier de la théologie, en vérité. C'est-à-dire, on ne va pas faire comme à l'ancienne, où on dirait, ben, on va prendre Ihya Ulumuddin, par exemple, de Ghazali, et puis on va commencer à l'étudier bouquin après bouquin, et puis on récite devant un maître qui nous donne une ijaza, etc. Ce qui est finalement un enseignement qui a eu ses mérites, mais qui est un enseignement très, voilà, c'est du download et puis de la restitution qui n'encourage pas nécessairement, on l'a vu ces derniers siècles, à la pensée la plus critique. En fait, ce que l'on veut, c'est une approche distanciée d'un certain nombre de matières. Et ça existe déjà en fait dans un certain nombre d'universités, en vérité, d'où l'intérêt de mettre ça en commun. Et donc, c'est par exemple, on ne va pas aller étudier par cœur, par exemple, la Risala d'Al-Karawayni comme livre clé de la pensée malikite, mais ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une introduction à l'épistémologie de la pensée malikite. D'accord? Donc ça, c'est de l'histoire, c'est de la pensée critique. Et donc, après, il appartient à l'aspirant imam ou à l'aspirant théologien ou théologienne de faire ce travail d'appropriation et de mise à distance et de relation avec ses propres convictions et croyances, etc., pour pouvoir construire son propre modèle finalement en interne et surtout par là même, au travers de ce travail qui va le faire naître à lui-même, de se mettre en capacité aussi dans son rôle futur d'imam d'être celui qui fera naître à eux-mêmes ses disciples, ses disciples ou ses ouailles, pardon, qui viendront le rejoindre dans sa mosquée, dans sa congrégation, puisque ce que l'on voit comme évolution du modèle on va dire du leader religieux, il n'est plus là pour donner une vérité ex cathedra. Hein. Plus personne ne le suit comme ça. Ce que veulent les gens, c'est être accompagnés dans un processus de naissance à eux-mêmes et de naissance à leur propre spiritualité. Et donc, c'est une demande que l'on retrouve absolument aujourd'hui dans les musulmans. Déjà, les trentenaires et les quarantenaires sont déjà très largement alignés sur ces demandes. Et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus évident dans les générations qui viennent. Donc ça, c'est un des éléments vraiment absolument importants. Et quand on parle d'intro A, vu qu'on va former des imams qui doivent être en fait des imams tout-terrain, en vérité, pour être dispatchés et pouvoir finalement atterrir dans une mosquée par la suite, c'est que prenant acte de la diversité d'une congrégation. Hein. On peut imaginer aujourd'hui, prenons n'importe quelle congrégation, qu'elle soit, si on prend la Belgique, elle est majoritairement composée de personnes de troisième ou quatrième génération marocaine ou turque ou albanaise, par exemple. Mais c'est qu'en fait, on a à l'intérieur de cette communauté même des gens qui viennent de tous les horizons, des convertis, des gens qui viennent d'autres communautés, des born again, des gens qui sont en exit. On a des personnes LGBTQI+, des gens qui sont dans des couples homoparentaux. On a des gens qui sont issus de familles déjà pluriculturelles, plurireligieuses, etc. Des gens dont les enfants, les parents sont musulmans et puis les enfants ont décidé de devenir bouddhistes, etc. Ça, c'est déjà la réalité des communautés musulmanes aujourd'hui. Et donc, un imam doit pouvoir être capable
dès son entrée de jeu, de pouvoir gérer cette diversité. Et quand je parle de cette diversité, rajoutez aussi que vous avez dans une mosquée, vous avez aussi bien des malikites, des hanbalites, etc., des sunnites, des chiites, des gens qui sont aussi dans des mariages, on va dire, interreligieux presque, ou en intracommunautaire, sunnites, chiites, etc. Et donc, un imam devra pouvoir avoir des connaissances de base dans tous les madhahib, aussi bien dans le soufisme, la théologie, la métaphysique islamique, le sunnisme, le chiisme, etc., etc. Et donc, c'est beaucoup enseigné sur finalement un laps de temps assez court, 5 ans, hein, l'idée bachelier master. Et donc, les travaux de spécialisation vont être portés peut-être à du doctorat, comme c'est le cas aussi à Al-Azhar, pour reprendre une université classique du monde islamique, au Zaytouna. On a, lorsqu'on fait un master, une série d'introductions à, hein, pour ceux qui ont fait l'université. Si vous ne devenez pas constitutionnaliste après un master, hein, vous aurez des introductions au droit constitutionnel, peut-être un peu plus poussées en master, mais si vous devez devenir constitutionnaliste, ben, faudra faire une thèse de doctorat sur le sujet. Donc ça, c'est un petit peu les principes qui sont là derrière. Et alors, il y avait des questions qui sont... alors, je vais vite terminer, j'en ai encore pour quelques instants. Alors, évidemment, comme il s'agit de formations qui se mettent en milieu universitaire, bah, elles sont évidemment ouvertes à tous. Et donc, la question des imams, hommes et femmes, est évidemment tout à fait ouverte, même aux non-musulmans. De la même façon, aujourd'hui, pour ceux qui sont en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, vu que c'est une université privée mais subventionnée par des fonds publics, en vérité, on ne peut interdire à personne d'aller suivre les cours de prêtrise, y compris une femme. Elle ne pourra peut-être pas devenir prêtre après, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, les formations sont évidemment ouvertes à tout un chacun, y compris aux personnes non musulmanes, mais qui seraient vraiment intéressées par ces cours et les sujets qui vont être abordés dans ce curriculum. Et sur la légitimité, alors, parce que ça, c'est une question évidemment qui revient souvent, la légitimité, elle se travaille à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que l'initiative est pilotée par des musulmans et des musulmanes déjà, et certains ont même un parcours d'imam, donc on est évidemment au cœur du sujet. Alors, les personnes qui sont sur le conseil d'administration de l'Institut qui a été fondé sont des académiques musulmans, pour le moment en majorité ou non, mais qui sont reconnus, y compris par les musulmans, sur leurs compétences dans les domaines d'études. Et nous avons prévu évidemment toute une série de groupes d'experts qui feront évidemment intervenir des imams et d'autres experts en fonction des thématiques qu'ils devront étudier, que ce soit des thématiques en termes de pédagogie ou de contenu, etc. Il y a aussi un conseil consultatif sur cet institut où ne peuvent être nommés ou désignés par les organismes représentatifs des musulmans dans les pays partenaires, au moins un représentant. C'est-à-dire que, mettons pour la Belgique, bon, même si depuis 2 jours il y a quelques débats sur le sujet, l'EMB, l'exécutif des musulmans de Belgique, peut désigner qui il veut pour être représentant sur ce conseil consultatif. L'idée étant d'avoir des courroies de transmission avec les organismes qui auront un rôle dans la désignation des imams par la suite. On imagine si le projet qui est développé en France, le fameux Commission nationale des imams, est mis sur pied, que voilà, cet organisme, par exemple, aurait certainement droit à un siège sur ce conseil consultatif, et aussi, bien entendu, des liens avec les ministères de l'éducation des différents pays partenaires, puisque l'Institut que j'ai mis sur pied, en tout cas, se veut une cellule de coordination de contenu, etc., entre les différentes universités qui seront dans ce partenariat. Et le dernier point, évidemment, c'est les enseignants. Et là aussi, tout l'intérêt du travail à la dimension européenne. Parce que si on prend n'importe quel pays, même les grands comme l'Allemagne ou la France, il est difficile de réunir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir donner les cours qui sont nécessaires et dont j'ai parlé tout à l'heure, avec spécifiquement des enseignants qui sont, pas obligatoirement, mais pour la majorité, musulmans ou musulmanes, et qui sont à cheval sur les deux systèmes, c'est-à-dire qui sont reconnus pour leur connaissance dans la tradition
et qui sont en même temps des académiques rompus aux méthodologies critiques et qui ont déjà quelque part eux-mêmes fait déjà ce chemin d'enracinement de l'islam dans la réalité européenne. Et donc, quand on regarde au niveau européen, bah, on a de tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'aller chercher dans un pays tiers des imams ou des profs qui viendraient nous donner, nous donner des cours, alors qu'on a ensemble, dans la diversité des communautés musulmanes présentes sur le territoire européen, en fait, toutes les ressources issues de ces communautés qui peuvent donner les cours qui sont appropriés pour les imams de demain. Donc ça, c'est un petit peu un certain nombre d'éléments. Alors, il y a une critique souvent qui est faite et que je vais tout de suite mettre au point. Il ne s'agit pas à nouveau ici de présenter un nouveau standard de ce que serait l'islam, c'est-à-dire de promouvoir une nouvelle forme d'islam qui aurait l'heure de plaire aux institutions ou européennes. Ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qui est vraiment... donc, on n'est pas là pour présenter un nouveau dogme. C'est à nouveau, les nouveaux dogmes, s'il doit tenter qu'il doit y en avoir, ils vont être forgés par ces futurs imams, en quelque sorte, qui vont devoir adapter leur discours, revoir un certain nombre de choses quand ils seront confrontés à leur pratique sur le terrain. Ce que l'on essaye de faire, c'est des imams critiques. Et donc, on peut être critique et là, je dirais, là où est notre institut, c'est qu'il se pose sur une vraie ligne libérale, en ce sens, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire on accueille tout le monde parce qu'on estime que dans le monde, bah, il faut tout, c'est-à-dire qu'il faut des gens plus conservateurs, d'autres plus souples, d'autres plus flexibles, peu importe les étiquettes que l'on voudra donner. L'idée n'est pas de les transformer en quelque chose de différent, mais de transformer leur approche, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait mettons pour aller vite une caricature, une personne qui s'inscrit dans la réflexion salafiste, elle fait le curriculum. C'est clair qu'elle va être bousculée sur plein de points, ça c'est sûr. Mais mettons qu'elle tienne quand même et qu'elle résiste à la pression des approches de distanciation qui vont lui être présentées. C'est qu'au bout du compte, elle est capable de réfléchir et en capacité de dire voilà pourquoi j'ai choisi cette voie-là, voilà pourquoi elle me convient à moi personnellement, sans plus pour autant prétendre que c'est une vérité absolue qui exclurait d'autres façons de vivre son islam et d'autres approches théologiques à l'intérieur de l'islam. Et que si demain, il y a une personne, un de ses ouailles, une fois qu'il sera sur le terrain, qui vient lui poser des questions et qui s'inscrirait par exemple dans l'approche mutazilite contemporaine, qu'ils sont en capacité de pouvoir l'aider sur ce sujet-là, de pouvoir mettre à distance ses propres croyances et ses propres options philosophiques à l'intérieur du champ musulman et celles de son ouaille en question, et de pouvoir juste l'aider à se développer en disant voilà moi ce que je crois, voilà pourquoi je le crois, toi tu crois autre chose, mais voilà, choisis ton chemin, je te mets les outils qui sont à ma portée, mais c'est pas pour autant qu'ils représentent la vérité absolue, d'accord? Et je pense que si on arrive à faire ce chemin-là au travers de ce curriculum, on a gagné, et après chacun et chacune adoptera finalement la position plus ou moins conservatrice, plus ou moins libérale, plus ou moins flexible au cours de sa vie, et je pense que là on aura gagné un formidable outil de mise en pratique de ce proverbe que j'entends, certains disent un hadith, depuis de longues années, depuis que je suis musulman, hein, mais je la vois peu souvent, cette rahma, et souvent que l'irtilaf, donc la divergence, n'est pas vue du tout, au fait, comme une miséricorde. Alors, je pense que là, on aurait, dans une vraie tradition libérale, européenne, distanciée, etc., on aurait vraiment fait un pas sur, finalement, l'intégration de l'islam comme une réalité purement européenne. Voilà, c'est un petit peu les ambitions et le projet que je porte. J'allais dire justement, c'est très ambitieux, c'est objectivement difficile d'émettre une critique, je vais dire, objective par rapport au projet. Je veux dire, il n'y a personne qui serait contre. On se plaint d'avoir des imams salafistes, on se plaint d'avoir des imams un peu trop traditionnels dans le sens, voilà, ils sont pas salafistes, mais ils sont quand même sur des valeurs très archaïques, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle, on va dire, l'islam classique. Non, mais c'est un petit peu pour dire qu'il n'y a pas que le salafisme, il y a aussi l'islam, le vieil islam malékite, marocain, algérien ou tunisien. Voilà, bon, après, c'est pas toujours évident pour les musulmans de se trouver
une identité en tant que musulman, bon, ça c'est encore un autre problème. Donc, il n'y a personne qui va se plaindre d'avoir des imams formés de qualité. La question qui revient souvent maintenant, parce que bon, finalement, le fait d'avoir co-signé cette tribune, d'avoir écrit l'article de Marianne, bon, je suis un peu épargné, heureusement, un petit peu. On prend un petit peu de coups, mais bon, voilà, c'est dans le débat, c'est un petit peu attendu. Non, mais le souci qu'il y a, c'est qu'il y a une levée de bouclier des deux côtés. Je veux dire, du côté communautaire, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, cela c'est moderniste, hein, c'est réformiste, c'est égaré, ça dépend un petit peu de quel niveau on est à la droite musulmane. Et puis, il y a aussi voilà, des gens qui sont un peu, qui sont, on va dire, j'allais citer le camp laïque, mais bon, voilà, le camp laïque, républicain du côté français. Moi, j'entends bien la remarque. En gros, c'est quoi? Est-ce vraiment à l'Europe de faire des choses pareilles? En fait, c'est peut-être un petit peu vu comme une régression. Et je pose la question à leur place parce que finalement, voilà, je suis un petit peu les débats. Et finalement, ce que je crains, et je préfère le dire moi que ça vienne d'eux finalement, c'est de se dire, ben, on est un petit peu au pied du mur, on est un petit peu pris en otage. Soit on a des imams intégristes, fondamentalistes, islamistes et tous les autres istes qui s'y à la fonction. Soit on a ça, ou soit, tu as parlé de 40 millions d'euros que l'Allemagne est prête à mettre sur la table, ou soit on doit payer, donc c'est voilà, toujours un on abstrait, hein, ou soit on paye parce que eux ne sont pas capables de former leurs propres imams. Ça commence à bien faire cette histoire. C'est pas mon point de vue, pas spécialement, mais je me fais écho de quelque chose, d'une remarque qui est, voilà, qui est, j'allais dire, entendable. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est beaucoup d'argent à 40 millions. Hein. Je veux dire, Oui, là, c'est en Allemagne, ça nous concerne moins. Les Français, le public de Marianne, et pas que le public de Marianne, le public de oui, Libé aussi, hein, il peut tiquer sur ça, tu oui, bien vois. sûr. Non, non, bien sûr. Alors, en Allemagne, c'est déjà fait. Hein. Donc, l'argent, il est déjà donné, il est déjà investi. Il y a déjà des formations qui sont faites. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 9 instituts qui sont reconnus en Allemagne, des instituts universitaires, qui sont mis sur pied, qui ont été mis sur pied et qui dispensent des formations visant effectivement à former des imams, des aumôniers, etc. Euh, les Allemands sont pragmatiques sur ce sujet-là. Après, ils ont aussi une laïcité qui est un peu différente de celle à la française. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a une reconnaissance des cultes. Les cultes sont subventionnés par l'État. Il y a des impôts dédiés, etc. Donc, c'est un modèle qui a tout son intérêt. Alors, la France évidemment a une spécificité, mais c'est là que les gens aussi sont très mal informés de la réalité de ce qui est en train de se passer. Je parlais tout à l'heure de la Catho de Paris, mais l'État finance des chaires à la Catho de Paris, c'est-à-dire les cours qui sont non confessionnels. Un cours d'histoire du christianisme à la Catho de Paris, pour autant que ce soit un cours critique, la chaire et le prof est payé par l'État, parce que c'est un cours de niveau universitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a par contre d'autres cours qui vont être par exemple purement de la pastorale ou des choses comme ça, et là qui ne relèvent pas, on va dire, de l'intérêt général ou on va dire, de la connaissance académique, etc. Oui, non, ça, ils sont pris en charge par l'institution elle-même ou au travers de cotisations, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois affiner, et c'est pour ça que dans l'institut que je fais pas la Catho de Paris, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer, quand je parle de cours, donc c'est vraiment ce qui a retenu l'attention, c'est-à-dire qu'on va donner des cours distanciés, on va dire académiques, sur des sujets qui font partie de la vie, on va dire, musulmane. Quand je dis, voilà, c'est une introduction à la pensée malékite, ces cours, ils existent déjà. D'accord? C'est une introduction distancée. On n'est pas en train de réciter comme à l'ancienne la Risala d'Al-Karawayni, etc. Ça, ce serait un cours confessant qui n'aurait en plus aujourd'hui plus aucun intérêt pour la formation d'un imam. Mais pour celui ou celle qui veut le faire, libre de faire ça en dehors des cours.
ce qu'elle aura dans sa formation universitaire, c'est introduction à la pensée du malikisme, comme elle aura la pensée du hanbalisme, etc. 30 heures, 60 heures, ça, ce sont des détails qu'il faudra régler par la suite. Mais donc, là, c'est des cours qui sont, je trouve, alors qui existent déjà, comme je dis, et dont il est absolument normal que les universités se saisissent, puisque, ben voilà, l'islam, c'est un phénomène mondial, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, il fait partie maintenant du patrimoine de nos sociétés, donc il est tout à fait logique que on puisse développer un enseignement à ce sujet, accessible à tous à nouveau, c'est le principe de l'université, de la même façon que si on prend le cas de la Belgique, ben on a l'Université catholique de Louvain, dont les cours sont aussi payés par le contribuable. Voilà, les étudiants qui s'inscrivent, même pour les cours qui vont les former en tant que poètes, sont payés comme tous les autres étudiants, et on paye un minerval qui est identique, etc. Et donc ça dérange personne. Donc pourquoi est-ce que ça devrait déranger dès lors qu'il s'agit du fait musulman? Mais à nouveau, il ne s'agit pas d'aller financer un cours de récitation du Coran. On ne parle pas de ça. Ça, ce genre de cours, ce sera en dehors de la formation universitaire. Donc, il faut vraiment être précis sur les termes. Maintenant, il y a un deuxième point pour venir. Donc, ça, c'est la première ligne d'argumentation. La deuxième ligne d'argumentation est de dire, mais on ne peut pas, à un moment donné, si on estime que, effectivement, une certaine façon dont l'islam a été enseigné ces dernières décennies crée des troubles aussi importants à l'ordre public, et après la série d'attentats qu'on a eu, on peut le considérer de manière avérée. Et là, c'est encore le plus gros du bruit. Il y a encore le bas bruit, en fait, aussi des nuisances qui peuvent être mises dans nos sociétés par rapport à certains enseignements de l'islam, comme on voit dans les écoles et ce genre de choses. Si ça devient un problème, on va dire de sécurité, mais aussi publique, mais aussi presque de vivre ensemble, il faut que il est légitime que les autorités s'en saisissent et essayent de trouver des solutions dans les compétences qui leur sont données de manière constitutionnelle. C'est clair, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de différent, mais moi, je soutiens qu'il est absolument légitime que les autorités s'en saisissent et essayent de faire quelque chose. Et troisième ligne d'argument, c'est que on ne peut pas comparer ce qui se passe avec au niveau voilà, des universités ou des écoles rabbiniques, ou bien des universités des instituts qui forment des prêtres ou des pasteurs et des imams, parce que les communautés sont juste pas au même niveau, si je puis dire, de développement en quelque sorte. C'est-à-dire que l'Église, même si elle devait financer ses formations en toute autonomie, elle a des ressources derrière. Je veux dire, elle a du foncier, elle a des bâtiments, elle a des marques déposées, etc. Donc, au cours des 2 millénaires de sa présence en Europe, elle s'est développée un héritage colossal qui lui permet de développer un certain nombre d'activités qui, dans l'état actuel des communautés musulmanes, ne sont pas encore disponibles par le chiffre, mais aussi par l'installation. Ce qu'on pourra peut-être faire dans 3 générations en ne tablant que sur les ressources intrinsèques aux communautés musulmanes, on ne peut pas le faire maintenant. Ça va venir, mais à un moment donné, on peut se dire qu'à nouveau, si on pense qu'il y a une problématique pour la vie de nos sociétés, ça fait partie du concept d'action positive, de dire, ben voilà, peut-être que pour un moment, pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, eh ben, les sociétés, pour favoriser l'inclusion et la normalisation, on peut dire, d'une nouvelle religion, vont peut-être devoir mettre la main à la poche, parce qu'aussi les musulmanes sont des contribuables comme tous les autres, pour faciliter le processus et puis après on sortir. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour les siècles des siècles, mais voilà, il y a vraiment plusieurs arguments qui montrent qu'à un moment donné, voilà, sinon l'alternative c'est quoi? C'est-à-dire on peut, et on n'a rien fait jusqu'à présent, on a fait très très peu. L'alternative c'est les États du Golfe qui ont déversé des centaines de millions, pour ne pas dire de milliards, pas des centaines de milliards, mais des milliards d'euros pour leur propagande, pour payer des mosquées, pour former des imams à l'étranger qui viennent débiter leurs sornettes et qui sont en train de polariser nos sociétés. Voilà. Alors, honnêtement, les 40 millions qu'a mis l'Allemagne, c'est cacahuète à côté de ce à quoi on a à faire face. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire, bon, soyons créatifs et essayons d'investir de manière intelligente pour contrebalancer ce qui est en face de nous. C'est une très bonne ligne d'argumentation et c'est pour ça que malgré, je le dis parce que je suis témoin de ça, hein, malgré je parle de la laïcité à la française en particulier, où tu as des levées de boucliers qui sont énormes. Allez, je pense que c'est une bonne ligne d'argumentation quand tu dis 40 millions c'est peanuts. Pourquoi c'est une bonne ligne d'argumentation?
parce que ça permet d'être audible aussi. Enfin, ça te permet, à travers ce projet, je veux dire, d'être audible, parce que c'est vrai, et c'est dans ce sens-là, et je l'ai formulé dans ma question, c'est de se dire, et là, je veux dire, j'ai une compassion pour des gens, parce que voilà, c'est leur droit. Je parle de la ligne laïque à la française, 1905, l'orthodoxie laïque. Voilà, moi, j'aime pas qu'on parle de laïcart. Ils ont le droit d'avoir leur tradition et d'avoir leur par rapport aux religions, donc au pluriel, et ce qu'ils veulent entendre par leur laïcité. Mais je dis, en gros, ils sont un petit peu, c'est exactement ce que je dis, ils sont un petit peu pris en tenaille. Ok, parce que finalement, il n'y a aucun cynisme, enfin, j'entends pas de cynisme dans ce que tu dis, mais on pourrait le dire avec un certain cynisme, hein. Ok, ok, on fait rien, et vous laissez le kata, vous laissez. Il y a quand même un côté un petit peu dérangeant où les sociétés sont un petit peu pris en otage, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on les oblige, je dis on parce que moi je vais souscrire à une action positive. On les oblige à être de notre côté, tu vois. J'aurais bien aimé qu'ils aient le choix, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Je pense Oui. que tu peux répondre à ça, en fait, quoi. Ben, on vit pas dans un monde idéal. La politique, elle est faite dans des entre-deux, des zones de gris, la gadoue, et il faut s'en tirer. Voilà. Je pense que ça a toujours été comme ça. Et à nouveau, il faut voir tout ce qui est, enfin, voilà, c'est que même la laïcité à la française, ça te permet beaucoup de choses. Il faut être créatif, c'est tout, et un petit peu parfois revoir ses évidences et déjà bien connaître son histoire. Comme je dis, voilà. Le fait qu'il y a plein de gens la majorité des gens ne pensent pas au fait qu'effectivement la Catho de Paris, elle a certains cours qui sont financés par l'État. On oublie aussi le régime concordataire où ben, les prêtres et les rabbins sont payés par les collectivités locales dans ces parties de France. Donc, enfin, voilà, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus fine et intelligente de ce qui est capable de faire. Et ça peut aller de toutes sortes de façons. Ça peut être mise à disposition de locaux, ça peut être mise à disposition de formation. Enfin, voilà, ça peut être aussi mise à disposition de bourses pour les futurs imams. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être développées. Le tout, c'est que voilà, ça demande de la constance, ça demande de l'investissement et une analyse fine de ce qui est capable, de ce qui est en capacité de faire. Et c'est en train d'être fait, hein. Donc, je veux dire, honnêtement, en France, voilà, je suis évidemment les travaux très près de ce qui est en train de se passer, puisque je collabore aussi beaucoup avec la France dans ce dossier. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se développer. Voilà, ça prend juste du temps, ça demande de parfois revoir certaines évidences que l'on prend pour acquises, mais les dossiers sont en train d'avancer. Et je pense que, voilà, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Les développements de ces derniers jours en Belgique aussi semblent présager quelque chose d'intéressant. Donc, il va falloir voir un peu comment tout ça va se jouer. Parce que voilà, le contexte est là que la pression on va dire, s'intensifie finalement aussi sur toutes les sociétés pour le moment et il faut vraiment trouver des solutions, même si on sait bien que demain on commencerait une formation d'imam, voilà, il faudrait au moins attendre 5 à 6 ans pour que les premiers soient diplômés arrivent, qu'ils s'installent sur le marché, qu'on leur donne des places. Donc c'est un impact sur le long terme, mais à un moment donné, on ne peut pas ne pas s'occuper de cette pièce du puzzle. Elle est fondamentale, c'est pas la seule, elle va pas régler tous les problèmes, mais ça permettra à l'échelle d'une quinzaine d'années, en tout cas, de commencer à sentir un impact. Peut-être même plus vite, mais soyons raisonnables sur ce qu'il est capable, sur ce que ça permet de pouvoir. Mais voilà, il faut se mettre dans le moyen terme. Les changements sont en train de se faire au sein des communautés musulmanes aussi. Il y a des changements de génération qui sont en train de s'effectuer, et c'est tout ça qu'il faut pouvoir anticiper. Et la formation des imams, c'est juste le bon moment pour le faire. Voilà. Et moi, je pense aussi, enfin, en tout cas, c'est l'axe. C'est pour ça que je me suis permis enfin, que j'ai pris la responsabilité de co-signer l'article qui est paru dans la Libre. Alors, évidemment, quand je m'exprime chez Marianne, c'est parce que forcément, on est dans, j'allais dire droite, mais non, on est dans du républicain. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on est sur des gens qui sont, voilà, sur des traditions très, très françaises. On va dire, disons-le clairement, un public qui n'est pas spécialement acquis non plus, je veux dire, et c'est le but de dialoguer, parce que c'est quand même, c'est beaucoup plus facile de dialoguer avec des gens qui sont d'office d'accord sur la ligne, ouais, inclusion, vivre ensemble. Ouais, j'ai rien contre cette ligne-là, mais elle est facile cette ligne. Non, le but, c'est quand même et c'est vraiment ce que j'ai voulu exprimer. Enfin, c'est juste une introduction. Je ne me suis pas exprimé au nom du projet, mais au nom
du débat qui va susciter, et c'est parce que je te connais aussi, c'est transparence extrême. Voilà, c'est pour ça qu'on fait Teams. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de monde. En tout cas, j'espère récupérer la vidéo. Il y aura un compte rendu de toute façon. Et je suppose que si ça revient, je pense que tu serais le premier à être open pour un live. Tu n'étais pas au courant non plus des questions. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent parce que c'est un projet ambitieux. Alors oui, mais déjà, tu introduis bien les quelques questions que j'avais encore ici. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans peut-être. Alors que moi, toutes les questions qu'il y a derrière, hein, ça fait combien d'imams, pour combien de pays, combien on peut en former par an. Alors, ce qui va se passer, le moment de transition, il risque d'être pénible quand même, dans le sens où il y aura d'office un islam à deux vitesses, parce qu'il y aura un islam où ils auront leurs vieux imams, mais je ne parle pas de vieux en forme, question d'âge, mais en conception, parce que l'islam se transforme, voilà, il y a plein de choses qui se font, plein de penseurs musulmans. Voilà, d'avoir un islam qui sera élitiste, entre guillemets, et un islam qui sera un peu plus classique. Et le problème, c'est que ça risque de faire deux islams, et ça va encore faire des débats, ça risque de faire du takfir aussi, donc de l'excommunication. Parce que je trouve que le débat, il est quand même beaucoup plus simple. Je suppose que d'autres en pensent. Bon, après, ça dépend de nos publics respectifs, mais je pense que le débat est beaucoup plus simple avec des laïcs fondamentalistes. J'exagère avec cette expression, mais disons-le comme ça, qu'avec des musulmans radicaux. Hein. Ouais. Faut quand même oser le dire, ça aussi. Oui. Non, mais tu as raison. Alors, tout de suite, je pense que c'est vraiment important il ne s'agit pas de faire un islam élitiste. Hein. C'est Non, pas. mais ça risque d'être perçu comme ça. Parce que Oui, un islam avec un imam qui est formé au bagage académique universitaire ouais, et un imam qui vient de sa montagne du Rif, désolé pour les caricatures, ouais. ça sera un islam élitiste. Mais bon, après, voilà, il est évident qu'il va y avoir une période de transition, c'est clair. Allez, à combien peut-on estimer le nombre d'imams en Europe? On l'estime à plus ou moins 3000 en France, plus ou moins la même chose en Allemagne, Pays-Bas, etc. Bon, on a presque, allez, mettons à la louche, 7000, 7500 imams comme ça dans mettons, allez, 7000 comme ça, vraiment à la grosse louche. Donc c'est clair que c'est pas un institut comme ça qui va les remplacer du jour au lendemain. C'est pas l'idée non plus. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'inscrire d'essayer de comprendre le sens de l'histoire et des dynamiques sociales qui sont à l'œuvre sous nos yeux. Il est évident que pour le moment, c'est peut-être, comme tu disais, l'imam du RIF qui a encore la cote. Pourquoi? Parce que dans une majorité, encore une majorité de mosquées, elles sont pilotées et dirigées par des gens issus de la première génération et pour qui la mosquée, c'est une Madeleine de Proust. Et en fait, il faut que on y va pour faire ces petites prières et dévotions. Et il faut que l'imam, il ait enfin, il faut que son discours et que son accent ait le parfum du bled qu'ils ont connu dans leur enfance. Ok, mais ça, cette génération-là, elle est en train de s'éteindre. Démographiquement, c'est le fait. Et on peut dire que le Covid vient de lui donner un sacré coup d'accélérateur, hélas. Mais donc là, pour le moment, ce que je constate factuellement, c'est que en fait, dans les comités de gestion des mosquées, c'est de plus en plus la deuxième génération qui est en train de prendre les manettes, voire la troisième. Ce sont des générations dont on est ici, pour la plupart, des gens qui savent ce que travailler veut dire, qu'est-ce que c'est d'avoir un salaire et qu'est-ce que c'est d'avoir des charges de famille. Pas que la première génération ne le savait pas, mais la religion n'a plus tout à fait le même impact. Et on comprend que voilà, il va y avoir deux choses. Soit on va continuer à aller chercher des imams au bled qui vont donner un service enfin, de peu de qualité. Voilà, je ne veux pas généraliser, mais voilà. Soit on se dit, ben voilà, nos enfants ont des besoins différents aujourd'hui, comme je disais, de bien meilleure qualité, et il va falloir donc investir sur la formation des imams et donc être prêt à débourser un salaire attractif pour qu'un imam officie de ce niveau-là, officie dans une mosquée et qu'il soit capable, mais ça c'est tout le travail de la pastorale, un imam, comme un curé, comme un prêtre, doit être à la fois capable de parler aux plus petits des petits et aux plus grands des grands.
ça fait partie on va dire, du profil de fonction. Je veux dire, on ne s'improvise pas imam comme ça. Enfin, si, certains le font, mais à la fin, il y a quand même un principe de réalité. Et donc, l'idée, c'est aussi que, évidemment, les imams soient formés à ce genre de choses. Ça, c'est tout le travail de la formation à la pastorale, etc. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce que nous, on essaie de faire, c'est d'anticiper ce changement qui est en train de se faire. Parce que bien sûr, ce qu'on nous dit, c'est que oui, mais regardez, en Allemagne, ils ont formé des imams qui les accueillent. Ben oui, bien entendu, mais les jeunes que vous avez formés qui sortent avec un bac plus 5, ils vont pas aller dans une mosquée, on va leur lâcher 500 balles et leur demander d'aller toucher le chômage sur le côté. Ils vont dire, ben non. Et des imams aujourd'hui qui sont diplômés, ben, comme tout le monde, ils ont envie de vacances, ils ont envie aussi de ne pas travailler d'être taillables et corveillables par leur communauté. Mais ça, c'est, on va dire, ceux qui sont formés aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec le public des mosquées et ceux qui les dirigent. Et c'est là qu'on a un décalage qui est pour le moment problématique. Mais pour moi, je pense que d'ici 10 à 15 ans, cette question-là, elle va être réglée de facto de par le changement générationnel dans la direction des mosquées, des gens qui comprennent l'intérêt de le faire, etc. Donc voilà, c'est qu'il faut savoir qu'on ne forme pas les imams par rapport à la photo que l'on prend des communautés aujourd'hui, mais parce que ce que l'on anticipe d'être la photo des communautés d'ici 10 à 15 ans et de ce que l'on voit comme besoin émergent au sein des communautés musulmanes quant aux besoins on va dire, je ne dirais même plus de leadership spirituel, mais de soutien spirituel, d'aider les gens, enfin voilà, de cette maïeutique, comme disait Socrate, qui permet aux gens, quelque part, aussi de naître à eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment fondamental, c'est vers là que nos sociétés se dirigent massivement, et c'est un besoin qu'il faut pouvoir anticiper. La façon dont l'islam est encore enseigné aujourd'hui et transmis dans un certain où finalement on a du download, hein. C'est on te donne la vérité à croire et tu discutes pas, ça se termine, ça se termine. Et si ça marche encore auprès de personnes qui sont finalement peu éduquées, qui n'ont pas reçu les outils nécessaires pour avoir une pensée plus critique, bon bah oui, c'est encore un fait. Les personnes qui ont eu la chance de pouvoir faire des études quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne sont plus du tout dans ce genre de demande. Et plus elles avancent en âge, moins elles le sont. Et donc, je pense que là, ça va faire une partie croissante des communautés musulmanes. Pas aujourd'hui, mais d'ici une décennie, c'est le cas. Et il faut s'y préparer. Moi, j'ai une question, remarque. Je vais te lancer le défi de répondre, parce que j'en ai d'autres aussi, c'est parce qu'elle me vient comme ça. Je vais te lancer le défi de répondre de manière la plus concise, mais j'entends bien. Je pense que le discours est audible. C'est-à-dire, OK, parce que finalement, il y a quand même une demande, même du camp laïque, si je puis dire, hein. On essaye, à défaut de trouver la bonne formule. Oui. C'est pas moi qui ai inventé les expressions de islam de France, islam de Belgique, islam des Lumières. Bon, je mets expression entre guillemets, hein, parce que ça, voilà, ça n'a rien à voir. C'est un peu une hyperbole, hein, je veux dire. Descartes et Voltaire, ils se retourneraient dans leur tombe en entendant des choses pareilles, quoi, du religieux, des Lumières, enfin bon, bref, voilà pour l'anecdote. Mais en gros, moi, ce que je pressens, et qui arrive déjà maintenant, hein, c'est que voilà, on va construire un nouvel islam, un islam de notre temps, et je pense qu'il y a aussi une demande du côté musulman aussi, il faut pas se leurrer. Mais il y en a d'autres qui bossent sur le côté. Et j'en parle en plus dans ma petite tribune sur Marianne, parce que c'est hyper important. Ce sont tous ces courants, je ne peux même pas dire salafistes, mais je vais dire néo-salafistes. Donc, je n'ai pas envie de citer de noms pour pas leur faire de la pub non plus, mais on les connaît. Je veux dire, ici, dans le début des années 2000, le salafisme avait la cote en Belgique. Je vais pas parler des prédicateurs belges, mais voilà, parce que au cinquantenaire, pour le moment, il y a un peu de chômage technique et pas qu'à cause du corona. On va dire la France était un peu plus frère musulman, on va dire ça comme ça. Mais ce néo-salafisme à la française, qui est totalement indépendant, je veux dire, de toutes les structures, je vais dire même indépendant de l'UEF, indépendant du CFCM, et eux, ça se développe, et les followers, ça se compte par millions en 5 ans. Je crois vraiment qu'il y aura deux islams, clairement, c'est-à-dire un salafisme
qui sera c'est ça le néo-salafisme, hein, parce qu'on invente des mots et des concepts, mais en gros l'idée c'est quoi? C'est un salafisme qui est né dans les caves et qui ressort avec des vidéos de qualité professionnelle et qui séduisent les jeunes et qui crée un climat de rupture et qui est parfaitement visible sur les réseaux. Et je crois que ils ont le temps que toi et les autres et nous, hein, et eux, qu'on mette en place, je veux dire, cet islam académique avec des gens formés, des gens formés au sens, aux sciences humaines, à la psychologie, au leadership, pourquoi pas. Mais d'ici là, ils seront vraiment bien avancés. Les autres, ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, ils auront 30-35 ans dans 5-10 ans. Oui, je calcule vite aussi. Non, mais ils seront installés. Bien sûr. Non, non, bien sûr. Mais alors, il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut pouvoir analyser dans ce que tu dis. C'est une remarque qui est pertinente, mais à nouveau, il ne faut pas se décourager de faire parce que ces gens-là vont tenir le pavé pendant encore un moment. Bah, ça, c'est évident, d'accord? Ça rend encore plus urgent la nécessité d'apporter des offres alternatives pour ne pas laisser à ces personnes la domination, la nouvelle hégémonie, vont remplacer l'hégémonie on va dire des padres salafistes par des jeunes néo-padres, néo-salafistes. Donc, pour faire dans le concept foireux. Donc là, il est toujours temps, il est jamais trop tard. Voilà, il est toujours temps de faire quelque chose et on sait qu'on est sur des batailles d'imaginaire, donc c'est pas des choses qui se résolvent en 3 minutes, etc. C'est des combats de longue haleine, voilà. Donc ça, c'est un premier plan. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces jeunes, enfin c'est encore jeunes, mais de moins en moins jeunes imams, ou en tout cas, on va dire imams YouTube pour faire vite, sont eux-mêmes de manière très intéressante à la recherche d'une légitimité académique. On en citera quelques-uns qui se sont depuis, alors qu'ils étaient vraiment du style wesh wesh, pour reprendre l'expression, issus des quartiers sans aucune formation, ni dans un sens ni dans l'autre, et qui se contentaient de répéter la doxa avec plus ou moins le style qu'il fallait, eux-mêmes se rendent compte qu'ils doivent faire un cursus académique pour pouvoir légitimer leurs propres paroles au-delà même du cercle de leurs fans. Donc, ça prouve bien qu'il y a une compréhension qui est en train de se faire de la nécessité d'avoir un background académique. Nous, on fournit ce background académique, d'accord? Donc, moi, je ne demanderais pas mieux qu'un de ceux-là, d'ici 5 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, vienne rejoindre notre formation. Tant mieux, ce sera toujours ça de gagner, d'accord? Mais, donc ça, c'est une première chose. Donc, eux-mêmes s'inscrivent dans ce besoin de légitimité académique. Donc, quelque part, on est vraiment en phase, y compris avec le développement de l'évolution à l'intérieur des communautés. L'autre point qu'il faut se rendre compte, et à nouveau, c'est sur l'analyse, on va dire c'est presque de l'analyse de tendance qu'il faut pouvoir faire, c'est que l'islam qu'ils sont en train de vendre extrêmement, finalement très simpliste, allez, halal haram pour beaucoup, qui est un islam aussi très pauvre en termes on va dire de spiritualité, de métaphysique, etc. Il peut marcher un temps sur un public plutôt jeune, qui est le leur, où on a besoin de certitudes vite faites et simples et qu'on ne doit pas questionner, et qui en plus donne le confort intellectuel de se croire dans la vérité. Mais ça ne va pas tenir face au réel. Et on est de moins en moins là-dedans. Je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le travail qui est en train d'être fait dans notre société. C'est ce que j'appelle, en fait oui, c'est tout ce qui est autour du New Age, c'est-à-dire et Olivier Roy avait montré comment le salafisme lui-même est une forme du New Age en quelque sorte, et que ce New Age il est bien plus divers qu'on ne le pense. Donc eux ils en cultivent une particulière, mais elle va se heurter aux besoins des gens de plus en plus d'une spiritualité qui ne les ostracise pas de leur propre société. Et donc, en même temps, pour le moment, il peut y avoir un succès, mais je dis que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, regardons ce qui restera des gens qui les suivent aujourd'hui. Simplement, ça ne va plus leur répondre et ils vont aller vers d'autres options. Et donc, d'où l'intérêt de fournir à l'intérieur de la tradition, des mondes de l'islam, des personnes en capacité d'articuler quelque chose qui réponde plus aux besoins de ces personnes quand elles sont
seront inscrites dans une vie active, dans une vie familiale, quand elles auront, on va dire, confronté ces croyances parfois un peu simples, parfois un peu directes, pas très travaillées, avec le réel, avec des cas éthiques qui vont se poser dans leur vie quand on aurait été confronté à des décès, à des problématiques qui peuvent relever de l'euthanasie, des enfants qui décèdent, etc. Ce sont des parcours, des incidents de vie qui font obligatoirement, qui remettent en question tout un ensemble de choses. Et là, ben, ce qui donne comme solution ces jeunes, enfin, ces imams YouTube, ça ne va pas chercher loin. Et donc là, du coup, la nécessité de pouvoir avoir du personnel religieux de qualité derrière qui sera capable de les aider à articuler leurs propres solutions ou problèmes existentiels qu'ils sont en train auxquels ils seront confrontés. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Et à nouveau, il ne faut pas voir les photos de maintenant. Il faut se projeter dans ce que la société est en train de devenir à l'échéance d'une ou deux décennies. Je veux dire que ta réponse, elle me plaît bien, dans le sens où, allez, à un moment, chacun prend ses responsabilités. Donc, c'est-à-dire ici, toi et d'autres aussi, hein, de la communauté prennent leurs responsabilités. Alors ici, bon, on est presque hors sujet, mais ça fait quand même partie du sujet. Je parle de ce néo-salafisme, de toutes ces choses-là. Moi, j'ai envie de dire que les États prennent leurs responsabilités en dehors de la question musulmane, hein. Ça veut dire, soyons quand même clairs, les discours de rupture, ce genre de choses, hashtag, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, non, mais je rigole, mais ces choses-là, non, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, ces choses-là, ces discours de rupture, que les États, que ce soit la laïcité à la française ou entre guillemets la neutralité belge, non, non, on peut pas, parce que c'est un petit peu ça le sens de ma question, on ne peut pas demander, je veux dire, aux musulmans, voilà, à la Oumma, à ce concept abstrait de Oumma, de s'organiser, de former des imams, de proposer, je veux dire, un islam de qualité, et en même temps, occupez-vous de vos salafistes. Non, non, je veux dire, parce que ça ne fonctionnera, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, je veux dire, des gens comme toi qui, peut-être même moi, mais nous, hein, dès que tu vas toucher à la question de l'islam, tu as des gens très susceptibles chez eux. Voilà, on risque d'être cible de menaces aussi. Et donc, c'est un danger pour tout le monde, ces gens. Et là, bon, je ne vais peut-être pas aller trop loin là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de concepts à revoir. Le concept d'islamophobie aussi, parce que finalement, on dirait que c'est un paravent qui permet d'éviter toute critique par rapport à l'islam. Voilà, il y a des choses ça bouge beaucoup en France actuellement. Et voilà, ça c'est un petit peu, c'est un autre problème, mais en tout cas, il faut quand même oser dire qu'on est d'accord avec les autorités, la République, l'État, lorsqu'il y a vraiment des discours de rupture, mais qu'ils fassent leur boulot aussi, parce que sinon, Bien entendu. non, mais c'est aussi une manière de se désavouer de ça, et en disant chacun fait de son mieux, dans un esprit pacifié des choses. Voilà, Oui, oui, il y a peut-être des questions en ligne, Saïd, que je vois dans le chat. Je ne sais pas si tu veux. Mais écoute, moi ici, je vais les prendre, je les vois, c'est parce que moi j'avais vraiment une question et demie pour terminer. D'accord. Parce qu'il y avait la question, évidemment, je connais déjà ta réponse, mais à mon avis, le souci est plus large, l'imama des femmes. Je ne peux pas te poser la question, est-ce que cette formation sera ouverte aux femmes? Parce que je sais que tu vas me répondre oui, parce que déjà légalement, je ne suis pas sûr qu'on puisse interdire une formation académique, mais oui, évidemment. Bon, maintenant, la question qu'il y a derrière, voilà, rien que ça, comment est-ce que ça va être accueilli par des milieux un peu plus conservateurs? Non, parce que je les vois déjà venir, c'est-à-dire on s'en fout, oui, mais non. Ils vont dire, ouais, regarde, c'est quoi leur imam? Ils vont même former des femmes imams. Donc, déjà dès le début, ils vont déjà déplacer le débat, le curseur. Et puis encore autre chose, c'est bien de former ces femmes imams. Si la question est de savoir, euh, est-ce que les imams hommes, je vais failli dire traditionnels, je suis navré, on a nos biais aussi, mais bon, c'est parce que c'est forcément les imams à 99,99% sont des hommes. La question est de savoir si eux vont être acceptés, je veux dire, dans les mosquées un peu plus traditionnelles. Bon, c'est encore une autre histoire. Mais bon, je veux dire, quelles sont les finalités d'une formation pareille pour les femmes finalement? Il faut quand même oser la poser, la question. Mais hein, je vais y répondre. Alors, évidemment que les femmes sont plus que les bienvenues. Et je pense que l'imamat des femmes a probablement, c'est ma conviction personnelle, de très beaux jours devant lui. Et donc, il faut pouvoir l'anticiper.
sur deux plans. La première, parce que je pense que vu allez, je pense que de tous les publics, ce sont les femmes qui ont l'intérêt le plus évident à investir la fonction d'imam pour arriver à développer des discours inclusifs qui ne les mettent plus au banc de la société. Donc, je pense qu'il va y avoir une vraie demande. Et je pense à nouveau qu'à moyen terme, on va avoir donc soit des développements de mosquées inclusives, comme on voit déjà en France avec la mosquée Simorq, la mosquée Fatima, ou aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, il y a déjà presque une cinquantaine de mosquées inclusives. Hein. Faut pas négliger ça, hein, avec des imams, hommes et femmes, qui prient avec de manière mixte. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui va continuer à se développer et je pense aussi que on risque d'assister dans les années, pas tout de suite, mais probablement d'ici, allez, 2 décennies peut-être, à une pénurie d'imams. Parce que oui, c'est dur, parce que voilà, et je pense que celles qui vont être finalement, qui vont monter au créneau, parce qu'elles y ont un intérêt véritable, ça va être les femmes. Donc je pense que l'imamat des femmes, même s'il ne deviendra peut-être pas majoritaire, c'est pas le but non plus, mais en tout cas qu'il est fondamental. Et dans cet islam qui est en train de se redessiner aujourd'hui, il faut pouvoir avoir, il y a des communautés musulmanes qui vont demander pour avoir des imams femmes, et donc elles devront être en capacité de trouver des femmes parfaitement formées à ce job. Donc je pense que, enfin, pour moi, c'est une évidence que l'imamat de la femme va progresser et qu'il faut pouvoir aussi équiper voilà, les futurs imams et théologiennes. Et juste pour dire aussi que le but de notre institut, au-delà même de juste former des imams, des aumôniers, etc., c'est de former aussi une nouvelle classe d'oulémas européens. Et donc là, c'est le cran au-dessus, et donc ça sera au travers d'études doctorales très probablement, mais qu'on doit commencer à former nos propres références aussi. Donc il ne s'agit pas, alors après on peut être et imam et alim, hein, c'est-à-dire un savant, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais qu'il y a un enjeu qui est encore beaucoup plus important et que nous on anticipe déjà, c'est de former des références en Europe voilà, et qui soit parfaitement, qui ait la maîtrise de la tradition et la maîtrise du contexte, et qui soit en capacité de développer justement des réponses à l'intérieur des mondes de l'islam qui conviennent aux musulmans européens. Voilà. Parfait. Ben, écoute, je te remercie. Ici, bon, avec nos quelques minutes académiques, on a déjà notre heure. Il y a quelques questions. Je vais les prendre. Je vais inviter aussi à en poser. Alors bon, j'ai vu que des personnes se sont ajoutées. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde parce que j'étais déjà dedans. Donc, je vous salue toutes et tous. Et parce que je vois Wassima qui a posé la question s'il est prévu de former donc, des professeurs de religion islamique, primaire, secondaire, donc dans ce programme. Donc, Bah, il y a pas, enfin, l'idée, oui, enfin, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, une personne qui suivrait ce programme aurait son bachelier et son master, donc voilà, ce sont des titres suffisants et requis, j'imagine, pour pouvoir exercer après la formation de prof de religion islamique. Ça me paraît assez clair. Après, bien, il faudra peut-être faire une agrégation pour avoir tout ce qu'il faut, évidemment. Mais ça, je pense que ça posera aucun problème. Ce sera un parcours cursus universitaire. Donc, oui, ça ne devrait poser aucun problème. Et ça permettrait aussi d'avoir des professeurs de religion islamique bien formés. Donc, oui. Même si ce n'est pas le public cible, mais oui, c'est un argument supplémentaire. Merci. Ah bah oui, dans la petite brochure, les débouchés. Hein, bah oui, oui, tout à fait, bah, absolument. Au pire, tu peux être prof. Hein? Non, je rigole pour la profession, je plaisante, évidemment. Non, c'est un apostolat aussi, et je pense que évidemment, non, mais je dis ça, c'est parce que voilà, l'intitulé, comment est-ce que c'était introduit dans le débat, c'est de former des imams. Évidemment qu'on a besoin de professeurs de qualité, que ce soit dans le primaire et dans le secondaire. Et ça vaut spécifiquement, évidemment, pour des pays comme la Belgique, comme l'Allemagne, où il y a des profs de religion dans les écoles publiques. Hein. Donc là, c'est définitivement un besoin qui va continuer à s'affirmer.
Non, non, c'est vrai. Ça aussi, il y a un petit biais aussi, parce qu'on essaye d'être transparent, on s'exprime en français, donc on ne s'exprime pas au belge, au français, potentiellement on discute aussi avec des Québécois, avec des Suisses. Donc ça aussi, c'est un petit important, les biais culturels de communication. Voilà, on essaye de parler global, pour ça aussi, dans mes termes, je traduis républicain, laïcité, neutralité à la belge. Tout à Voilà, fait. ce sont des termes qui veulent tout rien dire. Donc, voilà, c'est pour dire, on essaie de s'exprimer Oui. vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Maintenant, je vais poser la question ici. Voilà, si encore des questions, n'hésitez pas. Appuyez sur le micro. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, j'ai vu que j'avais le contrôle des micros parce qu'il y en avait un autre qui était laissé allumé. Et on entendait les mails. Je sais pas. Dites-nous au moins si vous êtes vivant, même si vous n'avez pas de questions. Je vais lire des remarques dans le chat. Sinon, je vais continuer avec Michael ici. Voilà, des feedbacks sur ce que vous avez entendu. Je vais y arriver. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je suis presque en détresse, hein. Bientôt, tu vas me voir. Allô, il y a quelqu'un? Non, mais ça va. S'il y a pas de questions, on peut rester là. On a déjà fait Ouais, une heure. je vois que ça écrit. Donc, mais déjà, en attendant, je peux te remercier. Donc, je crois que ça se voit que, et en plus, bah, forcément, tu n'es pas du genre à me dire, ouais, donne-moi tes questions. Non, mais c'est important. Je voulais vraiment montrer que, allez, parce que on est sur les réseaux, on s'exprime sur beaucoup de sujets, on a des susceptibilités qui viennent de tous les camps. Voilà. J'aime pas trop l'expression montrer patte blanche, mais je pense que c'est dans le climat de crispation actuel, ça ne me dérange pas outre mesure de montrer patte blanche. Bon, après, il ne faut pas se mettre en dessous ou quoi pour dire que, mais voilà, c'est important d'écouter tous les retours qui nous sont faits Bien sûr, et, évidemment. et toutes les tendances aussi. Ça aussi, c'est important. Oui. Voilà. Donc, je vois que les questions continuent à arriver. En attendant qu'elles se fixent, de toutes les remarques, bon, on a parlé un petit peu beaucoup de choses. Puis finalement, ce qui est bien, c'est que dans la discussion, je n'ai pas listé mes questions parce qu'on a parlé un petit peu de tout. De toutes les remarques, laquelle tu trouves la plus, je ne vais pas dire pertinente, celle que tu ne t'attendais peut-être pas et qui serait le point d'achoppement, voilà, de la discussion par rapport à ce qui se met en place? Je ne sais pas si ma question est Oui, claire. oui, oui. Non, je pense que la question qui aurait été la plus difficile, mais bon, ce serait combien, quel nombre et combien. À ce stade, c'est un peu tôt pour répondre. Euh, voilà, mais j'ai aucune idée. Est-ce que tout ce qu'on peut, les projections que l'on peut faire, c'est sur le nombre de personnes, par exemple, qui partent à l'étranger à partir de nos pays respectifs pour aller suivre des enseignements, que ce soit en Turquie, pas mal à Médine, malheureusement, ou dans d'autres universités du monde musulman, ou à l'Institut Mohamed VI, etc. Donc, voilà, cumulé, ça représente quand même quelques centaines de jeunes qui sont prêts à s'exiler pendant quelques années pour poursuivre une formation de type universitaire. Bon, on va dire, hein, pas tout à fait que les standards des universités européennes, mais en tout cas des études supérieures, disons, pour atteindre, voilà, pour obtenir un diplôme qui leur permettrait d'avoir une légitimité pour devenir imam ou quelque chose comme ça. Donc il y a un public, c'est-à-dire l'idée aussi, c'est de revenir avec des diplômes qui valent cacahuètes sur le marché du travail, hein. Donc, on peut se rendre compte de l'investissement qui est fait et quelque part de la volonté et finalement de la motivation de ces jeunes qui vont partir pendant 5, 6 ans, d'abord parce qu'il faut souvent apprendre l'arabe et puis se lancer dans ces études et pour finir, s'ils ne parviennent pas à devenir imam, avoir je veux dire, avoir juste leur diplôme de secondaire supérieur, et ce qui est quand même assez limité, on va dire, aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et donc, je veux dire, cette motivation, je trouverais
beaucoup plus intéressant qu'elle soit orientée ici dans des universités de chez nous où il y aura un véritable accompagnement, un cursus de qualité et qui, à minima, leur permettra d'avoir un diplôme reconnu et d'avoir au moins appris des langues qu'ils peuvent valoriser sur le marché du travail. Donc, à minima, c'est ça. Plus, voilà, c'est une formation qui ouvre à beaucoup d'autres choses. Donc voilà, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va être enfin voilà, qui doit peser finalement dans la balance. Ok, super. J'ai pas vu de questions arriver, donc j'ai vu des messages commencer à écrire, mais enfin, là je ne les vois pas s'afficher. Donc moi je propose de conclure ici. Voilà, le temps de la conclusion, vous avez éventuellement 20 secondes pour allumer votre micro et poser éventuellement une question, nous donner un retour si c'était clair, si c'était, on va dire si ça correspondait à vos attentes, parce que finalement on a fait ça un petit peu. Allez, je ne vais pas dire en freestyle parce que les questions étaient quand même préparées, donc on va quand même bloquer cette plage horaire. Donc voilà, moi j'espère juste que je pourrai récupérer cette vidéo parce que ça aussi, ça fait partie des nouvelles technologies. On essaye, voilà, de maîtriser un petit peu tout ça. Au début, ça devait être sur Zoom, mais j'ai dit non, sur Zoom, ça va pas parce que c'est limité à 40 minutes si on n'a pas la version payante. Teams, Microsoft a offert ça gratuitement, donc c'est bien, mais j'espère que la version gratuite va me permettre de choper la vidéo facilement. Donc voilà, donc Super. ça c'est pour l'aspect pratique. Des messages. Merci Daphné pour la participation. Donc c'est sympa, ça fait plaisir. Et Merci. voilà, je remercie encore Michael et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ça sera retranscrit, donc une partie, donc je mettrai sur mon site sans doute, et sans doute qu'il y aura d'autres papiers qui se feront dans d'autres journaux. Voilà, Merci merci Saïd, beaucoup. merci pour cette fenêtre d'opportunité, littéralement. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et merci pour votre écoute et vos questions. Et ben, à bientôt pour la suite du développement de ce projet, hein. À bientôt, Michael. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.